8h30 politique sur France Info, bienvenue à vous. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Jérôme. Notre invité ce matin, Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Porte-parole du gouvernement chargé des relations avec le Parlement. On parle des Jeux, Jean-Michel? Bah oui, c'est fait. Paris organisera les Jeux Olympiques d'été en 2024. Et l'attribution de ces Jeux s'est faite hier soir à Lima, au Pérou. On regarde. Paris 24, Los Angeles 28. Alors, on est heureux, c'est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que ça va apporter, les Jeux, d'après vous, Christophe Castaner, à la France et singulièrement à Paris, d'ici à 2024 ? Vous avez raison de dire à la France et à Paris, parce que je crois qu'évidemment c'est lié, c'est la candidature de la France avec comme emblème sa ville capitale, Paris. Je pense d'abord que ça doit rapporter de l'ambiance, de la bonne humeur. C'est bien la bonne humeur aussi, c'est bien la fierté. La fierté de voir notre ville capitale reconnue comme ça au niveau mondial, de voir celles et ceux qui sont engagés, de François Hollande à Emmanuel Macron, avec Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë qui a porté cela aussi. Je pense que ça c'est une dimension importante. Ensuite, il y a un élément d'attractivité. La France va être pendant plusieurs années, jusqu'à 2024, au cœur des regards, au cœur de la passion sportive. Et donc, il y a un enjeu d'attractivité, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu d'aménagement du territoire pour la ville capitale, de grandes infrastructures qui sont nécessaires, mais en même temps un budget qui doit être tenu. Et je pense qu'il y a aussi... Toutes les villes organisatrices disent quand elles reçoivent les Jeux. Ça, s'il y a un truc qu'on vous promet, c'est que le budget sera tenu. Ce n'est jamais le cas, mais enfin... On a vu en France qu'on avait la capacité sur des grandes opérations quand même à tenir le budget. Je crois qu'il a été raisonnable. Il a été construit notamment pour le COJO avec les recettes qui n'ont pas été forcément trop ambitieuses. Comité d'organisation. Oui, pardon. Et donc je pense que, oui, mais comme depuis ce matin, ceux qui écoutent on en parle un petit peu. Des spécialistes du sujet, je me permets d'être un peu technique. Tout le monde connaît le COJO. Alors, vous savez pourquoi Paris a eu les Jeux ? Parce que c'était un très bon dossier. Mais parce que c'était la seule ville candidate. Non. Parce que beaucoup de villes ont renoncé. Villes allemandes, villes italiennes, on dit hop, on ne va pas y arriver, c'est trop cher. Elles ont aussi renoncé parce que la candidature de Paris et de Los Angeles était de bonnes candidatures. Vous savez qu'il y a de l'émulation, mais il y a aussi des fois de l'évasion parce que vous savez que vous n'allez pas être retenu. Donc cette dimension, elle joue. Ensuite, il y a eu cet accord qui a été trouvé avec Los Angeles pour avoir un calendrier respecté. Mais oui, c'est un enjeu financier majeur. Plus de 6 milliards d'euros qui doivent être mobilisés. C'est effectivement pas rien. Il ne faut pas négliger cela. Et votre remarque est juste. Il faut se fixer l'objectif de tenir dans les enveloppes, parce que derrière, c'est aussi de l'argent public. Ça n'est pas que de l'argent public, mais c'est aussi de l'argent public. Les Jeux, Christophe Castaner, c'est la vitrine. La réalité du sport français pour les clubs, c'est aussi la fin des contrats aidés. En cette rentrée, ce sont aussi des communes qui baissent leurs subventions parce que les dotations de l'État ont baissé pour les communes ces dernières années. Il ne faut pas oublier aussi ce tissu associatif. Mais il est majeur, ce tissu associatif. Pour ce qui concerne le budget dont nous aurons la responsabilité demain, dans quelques jours, il sera présenté. Pour la première fois depuis 2010, la dotation globale de fonctionnement, l'aide aux communes par l'État, ne baissera pas. Depuis 2010, elle a baissé systématiquement. Nous ne sommes pas responsables du budget de l'année dernière, nous serons responsables de celui de l'année prochaine, et je vous le dis, les budgets ne vont pas baisser. Pour les associations, la baisse de charges qui bénéficie aux entreprises et qui ne bénéficiait pas aux associations va générer 1,5 milliard d'euros d'économies à partir de 2019. On est là aussi sur des engagements qui sont forts. Par contre, nous considérons... Pour les contrats aidés mais on aide directement les employeurs dans les clubs avec 1,5 milliard. Par contre, nous considérons que les emplois aidés sont une impasse pour ceux qui rentrent en emploi aidé. La durée moyenne d'un emploi aidé, 10,6 mois. Le salaire moyen d'un emploi aidé, c'est 600 euros par mois. Ce sont des emplois précaires mal payés. C'est 50 euros au-dessus du RSA. Et l'espérance d'avoir un emploi professionnel... Mais la qualité du travail est réelle, ces femmes et ces hommes. Vous dites les associations, c'est important, et beaucoup d'associations sans contrat aidé risquent de cesser leur activité. Oui, mais ce que nous proposons, non, parce que ce que nous proposons, c'est d'investir avec eux sur la formation. Il y a des dispositifs qui relèvent du ministère des Sports et de Laura Flessel qui permettent d'aller vers des formations diplômantes pour les entraîneurs. Nous proposons de baisser le prix du travail par cette mobilisation de 1,5 milliard d'euros qui va les aider. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est arrêter d'amener des gens dans des impasses. Vous avez un contrat aidé pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, vous êtes jeté. Je l'ai utilisé comme maire. Et j'ai quelquefois dû jeter des gens parce que je les remplaçais par d'autres qui étaient aidés, eux n'étaient plus aidés. Et donc je pense que ce qui compte dans les emplois aidés, c'est pas seulement l'aide ponctuelle qui est versée par le travail réel qui est porté par ceux qui incarnent les emplois aidés, mais c'est aussi et surtout leur avenir à eux. Investissons massivement sur leur formation, c'est ce que nous voulons faire. L'actualité, c'est aussi la poursuite de la contestation de la réforme du Code du travail. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'actualité. On a appris hier que des fédérations de transporteurs routiers allaient rentrer dans la bataille contre cette réforme, en visant notamment les raffineries. Ça vous inquiète ?
La mobilisation, elle inquiète toujours. D'abord, il faut la respecter. Le principe de manifestation est juste. Par contre, le principe du blocage de la France ne peut pas l'être. Et donc, on ne peut pas imaginer que quelques dizaines, quelques centaines de personnes bloquent la circulation dans notre pays. Mais nous sommes attentifs à ces mobilisations-là. Et on voit bien que si... Sur la thématique des ordonnances travail, il n'y a pas une grande mobilisation. On peut avoir toute une série de gens. On a vu cette semaine les forains, et certains forains, pas tous, qui se mobilisaient aussi dans la manifestation. Et donc, nous sommes évidemment attentifs à cela. Si les raffineries sont bloquées, le gouvernement agira pour les débloquer ? Ce sera nécessaire parce qu'on ne peut pas paralyser la France, on ne peut pas empêcher les gens d'aller travailler. Cette contestation a mis Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu mardi à Marseille, comme l'opposant principal au projet du gouvernement. Et on a noté aussi que le Premier ministre, qui fera l'émission politique de France 2 à la fin du mois, a accepté de débattre avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui renforce un peu la stature du patron de la France insoumise. Vous qui êtes originaire de la gauche, ça existe toujours, la gauche et la droite ? Oui, ça existe toujours. Je pense qu'on a tous des parcours, que la gauche et la droite c'est différent, que nous pratiquons le dépassement politique. Quel regard vous avez sur Jean-Luc Mélenchon, principal opposant au gouvernement vous savez, moi dont je êtes le porte-parole ? Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, il a été élu sénateur en 1986, il était ministre, il était dans des majorités. Aujourd'hui, il fait une spécialité, à la fois celle du coucou, la stratégie du coucou, il était à la manifestation de la CGT, mais il refuse au fond de s'accorder avec eux pour manifester, parce qu'il veut sa manifestation. Il est aujourd'hui dans la contestation, dans la dénonciation, avec tous les excès qu'on lui connaît. Il nous parlait de coup d'État, il nous parle de révolution, d'appel à l'insurrection, mais au fond, j'aimerais qu'il fasse des propositions concrètes. Ça n'est pas le cas. Son fonds de commerce, c'est la contestation. Il a un programme. Oui, une petite 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et le bonheur pour tous. Édouard Philippe a raison de le consacrer comme opposant en acceptant de débattre avec lui à la fin du mois ? Non, mais je pense qu'il n'appartenait pas à Édouard Philippe de choisir son contradicteur. France Télévisions a fait une proposition. On n'avait pas à dire « Ah non, finalement, je préfère un tel ou un tel ». D'autres l'ont fait. Ça a fait des polémiques. Je pense que ça aurait fait une polémique pour Édouard Philippe. Il assume. Édouard Philippe, on lui propose Jean-Luc Mélenchon, il prend Jean-Luc Mélenchon, sereinement. Christophe Castaner, invité du 8h30 politique sur France Info. 8h40, l'info, Edwige Coupez. Les JO 2024 à Paris, un budget d'un peu plus de 6,5 milliards d'euros qui va forcément exploser. L'élu du parti de gauche Danielle Simonet ce matin sur France Info, elle dénonce une mise en scène pharaonique qui ne répond pas aux besoins de la population. Selon elle, les enfants de Seine-Saint-Denis préféreraient 10 petites piscines plutôt qu'une future grande piscine olympique. Emmanuel Macron de retour à Paris. Après Saint-Martin, il était hier à Saint-Barthélemy, moins dévasté par l'ouragan Irma, mais toujours confronté au manque d'eau et d'électricité. Le président a annoncé une aide d'urgence pour les sinistrés et pour les salariés au chômage technique, un mécanisme qui sera mis en place dès lundi. Mettre fin aux violences contre les Rohingyas et laisser passer les ONG humanitaires, c'est ce que réclame le Conseil de sécurité de l'ONU à la Birmanie. Près de 380 000 membres de cette minorité musulmane ont fui au Bangladesh depuis fin août. Un incendie en cours à Bonifacio en Corse. 2 lotissements ont été évacués hier soir par précaution. Les pompiers attendaient le lever du jour pour intervenir avec des moyens aériens. France Info. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État chargé des relations avec les parlements. Avec nous ce matin, votre boulot, c'est de gérer la communication du gouvernement, une communication qui est sur le grill depuis quelques semaines, Jean-Michel Apathy. Oui, elle est assez approximative, votre communication sur les APL notamment. Hier, le journal L'Opinion disait que les bailleurs sociaux, puisque eux perçoivent directement les APL, verraient leur dotation dans ce domaine baisser jusqu'à 50 € par mois. Et toute la journée d'hier ou d'avant-hier, le gouvernement n'a pas confirmé cela. Alors ce matin, on attend de vous, Christophe Castaner, peut-être des précisions. Est-ce que vous confirmez que l'année prochaine, dans le secteur social, les APL baisseront de 50 € par mois ? Non, je ne vous le confirme pas parce que ce ne sera pas le cas. Il y aura la semaine prochaine une présentation d'un plan global d'action pour le logement, dans le logement public, dans le logement privé, dans le logement social. Et parmi ce plan d'action, il y a une ambition forte, celle de faire baisser les loyers. Or, nous avons une capacité d'intervention avec notre acteur public. Les bailleurs sociaux, ils sont nombreux, sont des acteurs publics, des acteurs privés, ils contribuent à une politique publique. L'État garantit le financement de ces structures, l'État garantit souvent le paiement des loyers et la gestion des locataires. Et donc, il est nécessaire que ce soit avec cet outil-là
que nous avons et sur lequel nous pouvons facilement actionner un certain nombre de ressorts, que nous fassions en sorte de baisser les loyers. Et notre objectif, c'est de baisser les loyers et donc corrélativement de baisser l'APL. Parce qu'évidemment, il s'agit de faire en sorte que pour les locataires, ça ne change rien sur le montant des loyers, mais qu'on entraîne quelque chose qui doit être salvateur pour les loyers en France qui ne cessent d'augmenter, une baisse de loyer avec cet objectif d'abord d'appuyer sur le logement social et d'entraîner cette dynamique par d'autres mesures qui sont présentées la semaine prochaine sur le logement privé. Donc, qu'est-ce que vous ne confirmez pas ce matin? Vous confirmez la mécanique, c'est-à-dire que dans le secteur social, les APL vont baisser pour les bailleurs sociaux, à charge pour eux ensuite de baisser le loyer, c'est cela, mais vous ne confirmez pas le montant. Oui, voilà, le montant va être en discussion. Ce que veulent les deux ministres en charge de cela, c'est négocier avec l'ensemble des acteurs du parc du logement social pour trouver la meilleure façon de leur garantir des financements. L'objectif est de construire encore plus de logements sociaux qui sont nécessaires aujourd'hui pour notre pays, mais de leur garantir cet accès au financement et d'avoir une sorte de contractualisation avec eux pour se fixer ces objectifs de baisse des loyers. Baisse des loyers dans le logement social, ça veut dire moins de recettes pour les bailleurs sociaux. Quelle est la compensation pour eux, puisque vous leur demandez de construire? C'est notamment l'accès au financement, la mobilisation de crédits exceptionnels, la libération de foncier. La Caisse des dépôts va contribuer fortement à cet engagement-là. Davantage. Oui. Et donc, c'est aussi tous ces niveaux d'intervention sur le foncier où nous devons agir, sur la libération de foncier. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité, je vous donne un exemple, où plus vous gardez longtemps le bien, moins vous avez de fiscalité. Si vous voulez faire un choc d'offres, notamment à Paris, dans les zones tendues, puisque vous devez quelque part faciliter la cession de foncier. Donc, on prendra des mesures fiscales qui vont faciliter cela. Par contre, contrairement à nos mauvaises habitudes, où en gros on a des politiques qui sont décidées à Paris et qui s'appliquent à toute la France, quelquefois la tension en matière de logement, là on veut cibler sur les territoires prioritaires. Ceux qui ont une grosse tension bénéficieront d'une force d'intervention beaucoup plus forte que d'autres territoires. Donc vous ne demandez pas d'efforts aux propriétaires privés, uniquement aux bailleurs sociaux, sur les loyers? Mais en fait, l'objectif, c'est que si vous avez sur le marché plus de logements sociaux avec des prix plus bas et que vous construisez plus, naturellement, vous faites baisser le loyer. Par contre, on n'a pas la possibilité en France d'imposer à un propriétaire privé de lui dire « écoutez, baissez de 50 euros votre loyer ». Emmanuel Macron l'a demandé, mais visiblement... Il les a invités, mais voilà. Évidemment, on n'a pas le caractère contraignant. Et donc, on retient que les APL vont baisser dans le secteur social, mais vous ne savez pas encore de combien, donc ça doit être à l'arbitrage budgétaire. Mais retenez surtout que les logements... Pas 50 euros. Vont être développés et surtout que pour les locataires, il n'y aura pas d'augmentation de leur participation financière. D'accord. Donc il faut attendre l'arbitrage. La semaine prochaine, un plan global. Vous avez raison sur la communication, vous m'avez gentiment titillé sur ce sujet. La difficulté, c'est quand le gouvernement prévoit une présentation d'un plan de communication global, cohérent, la semaine prochaine, et qu'un journal sort une mesure et qu'on ne parle que de cette mesure, ça rend compliqué la communication. Mais dès la semaine prochaine, tout sera mis à plat et rendu public pour justement travailler aussi dans la transparence. Vos projets fiscaux inquiètent. Laurent Wauquiez, le patron par intérim des Républicains, il était à votre place hier et il a formulé son inquiétude d'une manière assez rude. Je vous propose de l'écouter, Christophe Castaner. Le gouvernement prend des mesures que je trouve, elles, très inquiétantes. Et notamment sur la hausse de la fiscalité. C'était annoncé, on ne le découvre pas. Mais M. Apathy, c'est pas parce que des conneries étaient annoncées que le fait qu'elles se réalisent soit une bonne nouvelle. Des conneries. Oui, parce que je pense sincèrement qu'augmenter la taxation sur les classes moyennes et les Français, dans un pays qui est déjà extrêmement frappé d'impôts, c'est une erreur. Les classes moyennes et les retraités avec la CSG, des conneries, dit Laurent Wauquiez. Bon, je le laisse à ces mots, ça doit valoir aussi pour sa pensée. Parce que quelles sont les mesures fiscales qui vont taxer la classe moyenne? Moi, j'en connais aucune. Les travailleurs, on sait qu'il y a la CSG, mais la CSG, je vous rappelle que ce n'est pas un impôt nouveau, parce que d'un côté, vous baissez les charges d'un montant, environ 20 milliards, et vous augmentez la CSG, donc zéro recette supplémentaire. Les retraités, en revanche, ne verront pas de compensation. C'est pas toujours la classe moyenne, mais parce que là, effectivement, on a 50% des gens, un peu moins de 50% des gens qui ne verront aucune augmentation, et 50% des gens, dont une partie classe moyenne, qui verront une augmentation, mais qui sera très vite amorti par la baisse de la taxe d'habitation qui va concerner 80% des Français. Hier, le ministre en charge des comptes publics a donné les fourchettes, je vous les rappelle, 55 000 euros de revenus. Si vous êtes en dessous, avec une famille et 2 enfants, vous ne paierez plus dans 3 ans la taxe d'habitation et dès l'année prochaine, 30% de taxe d'habitation en moins. Donc il n'y a aucune mesure fiscale. Des compensations très imparfaites dans la fonction publique. Non, à minima égal. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune augmentation de CSG qui ne sera pas compensée par une baisse de charges. À minima, il y a des négociations qui vont s'ouvrir pour au contraire trouver des moyens de donner plus de pouvoir d'achat aux fonctionnaires. Mais enfin, ce que je veux dire à M. Wauquiez, c'est que notre objectif, il est simple. Baisser de 20 milliards d'euros et dès l'année prochaine pour 11 milliards d'euros la fiscalité des Français. Alors qu'ils ne viennent pas remuer le fantasme de la baisse, etc. Moi, j'ai en tête qu'il soutenait un candidat qui annonçait 100 milliards d'euros d'économies budgétaires sur les dépenses publiques et
maintenant, dès qu'on fait une proposition d'économie budgétaire, ce sont les premiers qui râlent, même sur les emplois aidés. Alors qu'ils ont toujours été contre les emplois aidés, qu'ils les ont toujours dénoncés, aujourd'hui, ils râlent. Je crois que la politique mérite aussi la clarté, mais surtout la cohérence. Monsieur Wauquiez en manque souvent. Donc c'était votre réponse à Laurent Wauquiez. Une autre annonce suscite beaucoup de réactions, c'est celle qu'a faite la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Chapia était l'invitée de BFM, elle parle de la PMA. La PMA sera ouverte à toutes les femmes en France. Alors je ne préjuge pas du débat parlementaire, mais c'est ce qui sera proposé en effet. C'est ce que proposera le gouvernement. Absolument. C'est ce qu'annoncera le gouvernement. Le comité d'éthique a émis un avis favorable. Le président de la République avait soumis cet engagement à l'avis du comité national d'éthique. L'avis est favorable, il n'y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes. Donc Marlène Schiappa, puisque j'ai écorché son nom de famille, vous confirmez, Christophe Castaner, que l'année prochaine, dans une loi, la PMA sera étendue à toutes les femmes? Vous savez, ce qui est assez étonnant, c'est que les propos de Marlène Schiappa sont apparus comme un événement. Au lendemain de la décision du comité d'éthique, c'est moi-même qui avais été envoyé au nom du gouvernement devant les journalistes pour rappeler cet objectif, d'ouvrir le débat dans la discussion de la loi bioéthique et d'intégrer la décision, la proposition du comité d'éthique dans la loi bioéthique. Donc en 2018, il y aura un grand débat sur la loi. Débat, c'est pas ça. Il y aura un grand débat sur la loi bioéthique. Mais je vais vous répondre. Il y aura un grand débat. Un droit soit ouvert à toutes les femmes de bénéficier de la PMA. Il y aura un grand débat sur la loi bioéthique avec la question de la PMA. Et pour la position du président de la République, il s'y était engagé pendant la campagne électorale. Le lendemain de la décision du comité d'éthique, j'ai pu rappeler cet engagement-là. Et nous avons l'objectif, mais dans le cadre de ce débat, mais l'objectif, ça veut dire que les choses sont ouvertes. Non, mais... Que peut-être si le débat prend une certaine tournure, vous ne le ferez pas. Notre volonté, la question est précise. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de 2018, toutes les femmes pourront accéder à la PMA? Notre volonté politique est celle-ci. Je vous le dis clairement, notre volonté politique, mais en faisant ce débat-là, dans le cadre de la loi bioéthique, il est nécessaire aussi d'apaiser les esprits. Le débat doit servir à cela. Là encore, des fantasmes. J'ai vu M. Wauquiez confondre. Dans une loi. Non, il n'a pas confondu en fait. Entre la GPA et la PMA, j'ai l'impression. Il n'a pas confondu. Quand il parle de marchandisation du corps pour la PMA, je pense qu'on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Non, il a parlé de la marchandisation du corps pour la GPA en expliquant que si la PMA entrait en vigueur, ça ouvrirait la porte à la GPA. Quelqu'un d'autre l'avait dit. Oui, dans une tribune signée en 2013, c'est Édouard Philippe qui avait écrit la même chose. Oui, mais aujourd'hui, notre engagement est le suivant. Nous voulons être ouverts sur la question de la PMA et nous refusons la GPA, la gestation pour autrui. Être ouvert, ça veut dire que ça sera fait. C'est notre objectif. D'accord. La suite, c'est dit par Christophe Castaner. Vous restez avec nous. La suite du 8h30 politique, juste après l'info, 8h50, Edwige Coupez. La fête se prolonge à Lima après l'attribution des JO 2024 à Paris. Ça va être un extraordinaire accélérateur de projets, se réjouit sur France Info le maire communiste de Saint-Denis. On va notamment gagner, selon lui, 5 à 6 ans sur le Grand Paris Express, ce futur réseau de 200 nouvelles lignes de métro. Un projet qui est salué d'ailleurs par l'OCDE dans un rapport publié ce matin. L'Organisation de coopération et de développement économique préconise une meilleure offre de transport. C'est une stratégie selon elle pour faire baisser le taux de pauvreté dans les quartiers défavorisés. Le couvre-feu est maintenu pendant au moins encore une semaine à Saint-Martin pour empêcher les pillages. 3000 hommes sont mobilisés au total. Depuis Saint-Barthélemy hier, Emmanuel Macron a annoncé aussi la mise en place dès lundi d'un mécanisme d'aide d'urgence pour les sinistrés. Du désherbant cancérigène, peut-être, dans les céréales de votre petit déjeuner. L'association Génération Future a analysé une trentaine de produits du quotidien. Les résultats, la moitié contient des traces de glyphosate. Vous savez, c'est la base du Roundup. Pas de risque d'intoxication aiguë, mais une contamination lente quand même du tube digestif. Et puis encore beaucoup de pluie ce matin sur 7 départements de l'Est de la France. Ils sont maintenus en vigilance orange. Cela va de la Marne au Bas-Rhin. France Info. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Boris Faure est un responsable socialiste. Il a été agressé il y a quelques jours par un député de La République En Marche, Mjib El Guerab, qui est élu dans une circonscription où il représente les Français de l'étranger. Boris Faure a été frappé au point d'avoir vu son pronostic vital engagé. Et après cette agression, il a repris la parole hier pour la première fois. Il était l'invité de France Inter et je vous propose d'écouter Boris Faure. On voit là que sur le plan juridique, il y a un no man's land institutionnel. Pourquoi ? Un député pris en flagrant délit reste député. Il aurait pu tuer, il reste
il reste député. Là, il y a un no man's land, il y a quelque chose à régler. C'est gênant que Mjid El Guerrab reste député après le geste qu'il a commis, pour vous, Christophe Castaner? Moi, j'ai indiqué qu'à sa place, j'aurais démissionné. Déjà. La responsabilité, elle est aussi une responsabilité personnelle. Vous lui avez demandé? Ensuite, je ne lui ai pas demandé, parce que je n'ai pas de contact avec lui. Il a été écrit dans un papier récemment, Le Figaro l'écrivait, que vous lui en aviez fait la demande. Je l'ai même fait publiquement. Je pense que dans la situation, la démission est la meilleure façon, y compris pour lui, de se défendre, vu qu'il conteste une partie des faits dans la provocation, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, il n'appartient pas à une autre autorité administrative de démettre un parlementaire, mais pour une raison simple, constitutionnelle, qui est celle que, sinon, le pouvoir exécutif pourrait se permettre assez facilement de mettre en cause tel ou tel. Donc, il y a la question de l'indépendance. Par contre, ce que je veux répondre, c'est que dans la loi confiance, que le président validera dans quelques jours, puisque le Conseil promulguera, puisque le Conseil constitutionnel s'est prononcé ces jours derniers, nous avons prévu la possibilité pour le juge de sanctionner par la radiation de la faction de députés des actes de ce type-là. Ça n'était pas possible jusqu'à présent. Le juge qui aura jugé de cette affaire-là pourra décider, en plus d'une sanction pénale, et elle est légitime si les faits sont confirmés, pourra décider que ce député ne soit plus député. C'est nouveau, nous l'avons prévu dans la loi en juillet. Vous l'avez prévu explicitement, et donc c'est la première loi qui a été votée par le Parlement. Qui permettra de régler ça, mais évidemment, il appartient à un juge de décider, parce que ce n'est pas au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, de faire pression sur tel ou tel, parce que c'est la démocratie elle-même, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais ce serait la démocratie elle-même qui pourrait être menacée par cela. Mais dans tous les cas, je le dis, aucun fait, aucune provocation, aucune discussion, et je ne dis pas qu'il y a eu provocation ou discussion forte dans ce cas-là, ne justifiait la violence. Et quand vous êtes un parlementaire, quand vous êtes un homme ou une femme politique, le devoir d'exemplarité est plus fort encore. Vous vous rendez compte de l'effet dévastateur qu'a dans l'opinion publique ce type d'affaires, Christophe Castaner? Tout à fait, c'est pour ça que je le dénonce avec cette fermeté-là, parce qu'elle me choque, parce que j'ai été député, parce que je suis ministre, et que je ne peux pas supporter cette violence-là. Je suis du Sud, je peux avoir un tempérament qui fait que je vais m'emporter, mais nous sommes justement des personnalités publiques et nous devons être des modèles publics. Nous sommes hélas loin de cela dans l'image populaire. Notre responsabilité est de reconstruire. C'est pour ça aussi que nous avons fait la loi confiance, qui met des contraintes sur les parlementaires et sur les membres du gouvernement, plus fortes que n'importe qui d'autre. Mais c'est nécessaire, c'est indispensable si on veut refaire de la confiance avec nos concitoyens. Pour en terminer, le président de la République achève sa tournée, enfin du moins la visite qu'il a rendue aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma. Il a encouragé la création d'une commission parlementaire qui a été réclamée par l'opposition. La commission parlementaire, vous souhaitez qu'elle entre vite en vigueur, qu'elle soit décidée dès la rentrée du Parlement en fin septembre ou début octobre? D'abord, c'est la demande des groupes qui ont formé l'ISA. J'ai vu que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et M. Ciotti s'étaient prononcés sur cela. Se précipitant dans une veine polémique bien inutile au moment où les secours sont nécessaires avant les polémiques. Maintenant, s'ils le souhaitent, ils demanderont la Constitution et évidemment, nous y sommes favorables. D'abord parce que faire l'évaluation de nos politiques publiques, y compris face à des catastrophes de cette ampleur, c'est toujours nécessaire. Par contre, faire de la petite polémique politicienne est bien inutile. Dès la rentrée parlementaire? S'ils le souhaitent, immédiatement. S'ils le souhaitent, le gouvernement et la majorité qui maîtrise les choses évidemment à l'Assemblée nationale ne s'y opposera pas. Sur le déplacement du président, on lit beaucoup de choses. Lui-même dit voilà, j'ai dormi dans un lit de camp, je me suis lavé comme les gens qui sont démunis dans un seau d'eau, il n'a pas de veste. Alors, on lui reproche une opération de communication. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Christophe Castaner? Oui, mais on lui a reproché aussi d'y aller. On m'a même dit que c'était parce que c'était pendant les manifestations et qu'il fuyait Paris, peut-être pour aller à Baden-Baden. Non, finalement, c'est pour aller là où les gens attendent de voir le président de la République, pour porter le message de solidarité de nation. Et puis il aurait été dormir dans un hôtel en Guadeloupe, on aurait reproché qu'il soit en Guadeloupe. Il a été sur place avec le temps nécessaire, mais surtout il a été avec 10 experts de tous les ministères, un préfet coordinateur qui sera cet après-midi confirmé en Conseil des ministres, parce que maintenant c'est le temps de la reconstruction. Et il faut une ambition forte de la France pour nos deux îles qui ont été aussi violemment frappées. Pas d'idée du coût de la facture? Non, on a seulement l'évaluation faite par les assurances d'1,2 milliard d'euros. Le coût sera sûrement supplémentaire puisqu'il faut rajouter les engagements publics. La solidarité de la nation doit être nécessaire pour reconstruire nos îles, pour retrouver de l'espérance sur nos îles. Je pense aux fameux hommes qui sont en train de la quitter et qu'il faut encourager à revenir dès que ce sera possible. Rester sur vos îles, c'est le message que vous leur lancez ce matin, Christophe Castaner? Aux fonctionnaires, oui. C'est un message qu'on lance. Mais en même temps, je peux comprendre que certains, frappés par l'effet de sidération, la violence, le choc, aient eu envie de partir. On ne peut pas les contraindre. Mais oui, les fonctionnaires
fonctionnaires, les enseignants, nous les invitons et nous les accompagnons à rester sur l'île. Parce qu'il faut réouvrir les services publics, réouvrir l'école le plus vite possible. Vous avez mangé des biscottes au petit déjeuner ce matin, Christophe Castaner? Non, j'en suis désolé. Parce que Génération Future dit il y a du glyphosate dans certains de ces produits de petit déjeuner. Donc le glyphosate, c'est évidemment un composé chimique qui fait un peu peur et qui peut être très polluant. Vous allez vous saisir, j'imagine, de la question? D'abord, on s'en est déjà saisi. Il y a des taux qui sont considérés comme acceptables. Moi, je considère effectivement qu'il faut tout faire pour que notre agriculture retrouve son indépendance face à la dépendance chimique. Parce qu'effectivement, quelquefois, ils se sentent obligés de le faire. Il faut privilégier et mettre en œuvre à terme des politiques qui interdisent tous ces produits. Merci Christophe Castaner. Christophe Castaner, qui mange des biscottes mais qui s'intéresse surtout au glyphosate et porte-parole du gouvernement, était l'invité de France Info ce matin. Bonne journée.